Un agent de l'Agence nationale de la salubrité urbaine ANASU en pleine sensibilisation dans ce cas en partance pour Boaké. Voyageurs, chauffeurs, convoyeurs sont interpellés sur l'importance d'assainir le cadre de vie, surtout l'intérieur des cars et les gares routières. Cette campagne de sensibilisation initiée par l'ANASU s'inscrit dans le cadre de l'opération spéciale propreté des gares routières. Nous savons qu'actuellement c'est les fêtes de Pakinou et donc toutes les gares routières sont remplies de voyageurs. C'est en cela que nous avons décidé de faire une sensibilisation juste pour que les gares soient un peu plus propres. Passagers et responsables des gares routières de Yopougon et d'Adjamé sensibilisés saluent la démarche. C'est bien parce que c'est la propreté de la ville. Quand il y a la propreté aussi, on a la santé. La santé, c'est ce qu'on a besoin pour vivre. Ce que moi je peux conseiller, c'est de sensibiliser aussi les transporteurs, c'est-à-dire les propriétaires des cars, de prendre soin de mettre des petits paniers dans les allées des cars pour permettre aux usagers de mettre les ordures dans ces paniers. Il y avait des poubelles dans les cars et ça cause les passagers eux-mêmes qu'il n'y a plus de poubelles dans les cars. Ici, les poubelles, ils les jettent, ils les cassent. Selon les responsables de l'Agence nationale de la salubrité urbaine, toutes les compagnies de transport sont concernées par cette campagne de sensibilisation. Plusieurs gares routières du district d'Abidjan seront visitées par les agents de l'ANASU durant tout le mois d'avril. Koriakro, localité située à quelques encablures de Lolobo dans la région du Bélier, regroupe 3 villages. Créé en 1971 dans le cadre du projet AVB, Aménagement de la vallée du Banama, Koriakro va célébrer pour la 2e fois de son existence Pâques de façon populaire. Les préparatifs vont bon train. Les derniers jours de marché se tiennent pour l'achat des ingrédients qui vont contribuer à la tenue d'une bonne fête. L'environnement est rendu salubre, les femmes se font belles. On doit se rendre toujours belle. Dieu m'a donné grâce à ce que cette fête-là me trouve en bonne santé. Je vais préparer, je vais inviter mes camarades. Les filles et fils partis à la recherche d'un mieux-être reviennent au village. Ils sont accueillis dans la joie. Les rencontres de familles se tiennent pour aboutir à une grande réunion de communauté afin d'arrêter des décisions et dégager les priorités. Si la fête de Pâques est vue comme un moment festif en pays baoulé, c'est aussi l'occasion de penser développement. Plusieurs projets de société sont remis au goût du jour. Même la fête qui arrive là, on sera à 3 h du matin au dehors jusqu'à l'aube. La pompe seule, ça ne suffit pas. Il y avait des périmètres rizicoles qui s'étendent à 30 hectares. Depuis la crise qui s'est passée, tous les projets qui sont venus à notre appui sont tous partis. On n'a plus d'aide. Donc la jeunesse même ne sait même pas comment faire pour subvenir à ses besoins. Les grandes décisions, le château n'a pas été fini. Ils ont monté le grenier, mais rien n'a été fait. On a beaucoup d'enfants. On ne sait pas comment faire pour que ces enfants-là aient de quoi à cultiver. Ils n'ont pas de terre. Nous n'avons pas de dispensaire. Notre école n'est pas assez grande. Il y a beaucoup d'élèves. La diaspora compte apporter son soutien à la communauté de Koriakro. À pouvoir améliorer leurs conditions de travail. On a choisi le village Koriakro pour montrer le bon exemple à ce qu'on ne va pas se laisser intimider par le terrorisme. À travers les préparatifs de la Pâques, j'en profite de lancer un message à tous les Ivoiriens de rester debout, de rester solidaires, de ne pas perdre les habitudes, de se mettre au travail. Pâques 2016 à Koriakro promet. Le goli et autres danses de réjouissance sont prévues au programme. Une question de temps pour que Grand Laou soit une destination privilégiée en matière de pêche et activités connexes. La matérialisation de cette volonté gouvernementale se dessine. Brafédon devrait abriter en ces lieux un débarcadère, un véritable village moderne de pêcheurs avec l'expertise marocaine. Ce projet viendra compléter déjà l'existant, une formation à côté, et ça servira pour améliorer le niveau de vie des pêcheurs et des personnes qui vont travailler au niveau du site. Mais en attendant la livraison de l'infrastructure qui devrait faire toute la différence, les marailleuses du département, elles, peuvent déjà se réjouir. Elles bénéficient d'un hangar offert par le maire de la commune et équipé de fours améliorés par le ministère des Ressources animales et halieutiques et ses partenaires tels la FAO. Ce four que vous avez
peut fumer plus de 3 tonnes de poisson par jour. Avec le poisson, on a fait des gâteaux, on a fait des pâtés, on a fait toutes sortes de produits que nous pouvons consommer immédiatement sans moyen d'aller à la maison pour préparer. Pour les bénéficiaires, c'est tout simplement un soulagement. On avait tellement besoin, nous allons prendre soin de ces joyaux, nous allons fumer et faire de la bonne qualité pour toute la population. Projet réussi pour la FAO qui ne compte pas s'arrêter à ce seul niveau. C'est une dynamique qui va continuer pour tout le territoire national ivoirien, réduire au niveau des ressources halieutiques les pertes après capture, mais aussi saisir l'opportunité de l'expérience dans les ressources halieutiques pour assainir aussi au niveau du secteur des ressources animales. Venu accompagner son collègue du gouvernement à Grand Laou, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle y voit un intérêt pour son département. Il est donc nécessaire, important que les pêcheurs qui vont s'installer aient la formation et que nos jeunes qui sortent de l'établissement qui est juste à côté puissent venir s'imprégner, faire des stages et aussi bénéficier du savoir-faire de ceux qui sont sur le terrain. Dans le développement des activités de pêche telles que prévues, Grand Laou peut se réjouir de voir le début de réalisation d'un rêve longtemps caressé, l'ouverture de l'embouchure. C'est le petit matin et Binita Nepali termine ses tâches ménagères. Elle plaisante avec sa sœur, leur mère prépare le petit déjeuner. Pendant la journée, Binita est une adolescente normale. La nuit, elle devient prostituée. Est-ce que vous pensez que c'est un travail pour une gamine de 14 ans? C'est un âge pour aller à l'école, mais elle est obligée de faire cela, sinon on n'aurait pas de quoi se nourrir et s'habiller. Plutôt, c'est moi qui les ai nourris. Aujourd'hui, c'est à leur tour de me nourrir. Cette famille appartient à la caste des badis, des intouchables dont les femmes ont de longue date été vouées à la prostitution. La mère de Binita, comme sa grand-mère, sont passées par là quand elles étaient jeunes et maintenant, c'est à elle et à sa sœur de se dévouer pour faire vivre la famille. 2 $ par client n'est pas cher payé, mais ce tarif suffit à maintenir la famille en vie. Binita a quitté l'école il y a plus d'1 an, ce qui ne l'empêche pas de rêver d'un futur meilleur. Je pense que je pourrai retourner à l'école une fois que j'aurai gagné plus d'argent. Je veux faire des études et avoir un vrai emploi. Un rêve de l'ordre de l'utopie. Les badis souffrent d'une discrimination sans merci au Népal. Une femme badi est d'office cataloguée prostituée. Trouver un emploi est dès lors quasi impossible. Il faut que les gens reconnaissent pourquoi il y a des femmes qui font ce métier. A-t-on été capable de créer d'autres emplois pour elles? Et puisque non, a-t-on le droit de les traiter comme des inférieurs? Leurs défenseurs, comme Sapana Pradhanmala, se battent pour faire connaître le triste sort des femmes badis. Mais cela ne suffira sans doute pas à sortir Binita, sa sœur et toutes leurs congénères du triste sort qui les attend chaque nuit. Une fumée opaque bien visible sur la voie menant à la zone industrielle de Yopougon. Elle provient d'une usine en proie aux flammes. À l'intérieur de cette usine de fabrication de mousse et matelas, c'est le branle-bas. Déclenché à 10h48, le feu a ravagé tout un magasin d'entrepôt de tissus de revêtement. Les sapeurs-pompiers arrivés à point, des bonnes volontés, les travailleurs de l'usine se sont mis à la tâche. 2 heures plus tard, aucun blessé ni de perte en vie humaine. Les efforts ont payé, non sans difficulté. L'une des difficultés majeures qu'on a rencontrées, c'est l'absence des hydrants. Les potins d'incendie, les bouts d'incendie n'étaient pas à notre portée. On est obligé de faire des tours à longue distance, ce qui a retardé réellement l'installation du feu, surtout qu'il y avait des embouteillages au niveau de la zone industrielle qui ont bloqué les engins lors de leur évacuation sur les lieux. Préjudice énorme, mais difficile à chiffrer dans l'instant, et des responsables décontenancés. Quant à l'origine de l'incendie, les enquêtes étaient en cours selon des sources policières au moment où nous quittions les lieux vers 14 heures.